Alors bonjour, ce chapitre 8, donc il va concerner une autre méthode euh, ou si on veut dire un autre chantier parmi les chantiers Lean Manufacturing. Donc ce chantier-là, c'est le chantier Kanban. Il est appelé comme ceci. Donc on va commencer par un historique de cette méthode. Alors, vers 1902, la maison Ford adopte le système de convoyage utilisé par la plupart des industries automobiles. Le système de convoyage, c'est le travail en chaîne, comme on a commencé à le faire en début du XXe siècle. On a commencé à produire des voitures dans le système en série. Ça s'appelle le système de convoyage, des chaînes de production. Et donc Toyota adopte ce système-là, l'adopte aussi, mais s'aperçoit vite que la demande n'était pas suffisante pour qu'il soit possible de tirer profit de l'économie d'échelle qui est permise par la fabrication. Et en fait, c'est quoi l'économie d'échelle? C'est ce terme-là, donc il est utilisé en économie pour désigner la diminution du coût moyen de production qui résulte de l'accroissement des quantités produites, parce que le système de convoyage permet de produire beaucoup dans un temps limité, et il permet de produire, c'est le travail en chaîne. Mais malgré tout, ils se sont aperçus que malgré le fait qu'on peut gagner du temps et produire, accroître les quantités produites, pour tirer profit de ça, c'est pas en fait, c'est pas tellement ce qu'ils voulaient. C'était pas l'objectif. Ils n'ont pas atteint en fait l'objectif. Donc il y a un industriel Kishiro Toyoda. C'est le fils de Sakachi. Apparemment, c'est un industriel de Toyota. Il s'efforça donc de trouver un moyen, il veut maximiser le rendement global du système de convoyage. Maximiser plus que ça. Le système de convoyage, il maximise, il augmente en fait les quantités produites. D'accord? Donc il fait ce qu'on appelle l'économie d'échelle, mais c'est pas assez. Donc un moyen de maximiser le rendement global du système de convoyage de Ford, déjà, c'est-à-dire eux, ils ont fait un benchmarking et ils ont copié le système Ford, mais ils veulent améliorer en fait le système Ford pour produire en petite quantité. D'accord? Donc en fait, là, les petites quantités, ça commence à... Donc on va voir pourquoi, en fait. Donc la production et l'acheminement de ces pièces étaient synchronisés avec chaque processus. Donc ils ont commencé à synchroniser les processus, c'est-à-dire il y a une communication entre différents processus. Donc dès que le premier processus termine, il y a un deuxième processus qui commence, etc. Donc une synchronisation dans le temps. Quand on dit synchroniser, c'est-à-dire une organisation dans le temps et entre les différents processus. Donc dans chaque processus, il y a une synchronisation, et même entre les processus, il y a une synchronisation tout au long de la séquence de fabrication. La séquence, c'est les différents postes qui sont enchaînés les uns derrière les autres dans une chaîne de fabrication. Cette méthode d'optimisation du rendement global correspond à ce qu'on appelle le juste à temps. D'accord? Juste à temps, c'est-à-dire fabriqué au temps voulu. Après la Seconde Guerre mondiale, Taiichi Ohno s'inspira de sa démarche du juste à temps des grands supermarchés. Il va s'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis. Il avait remarqué que les employés renouvelés sur les présentoirs dans les systèmes, dans les supermarchés,
il y avait un renouvellement dans les présentoirs des denrées, donc périssables, tout ce qui est périssable et tout ce qui est consommé, en fait, on le remplace au fur et à mesure de la demande. D'accord? Et donc, il s'est inspiré de ça, ce Taichi Ohno. Il s'est inspiré de ça pour mettre en place sa méthode de juste à temps. Il a constaté au préalable d'abord que les gens des usines ont toujours des tendances à faire de la surproduction. Donc quand on surproduit, ça veut dire qu'on provoque des stocks et des stocks intermédiaires. Et ça, et puis il y a de la matière qui va rester longtemps stockée, ça correspond à un gaspillage. Et il a alors recherché donc le moyen qui permet de produire. Donc en fait, le but pour lui, c'était de produire. Comment? Eh bien, le produit demandé, au moment où il est demandé, et puis dans la quantité demandée. Donc, il ne produit que le produit demandé, et au moment où il est demandé, et dans la quantité qui est demandée. Et ça, c'est le principe du juste à temps. Il fit en sorte que chaque chaîne disposât des pièces qu'elle produisait de façon à ce que la chaîne en aval puisse, c'est-à-dire celle qui va venir après, puisse prélever ce dont elle a besoin. D'accord? Donc, il faut absolument que la chaîne en amont ait toujours les pièces. Elle ne produit, et puis il ne faut pas qu'elle ait des pièces en plus. Elle ne va avoir que les pièces qui vont être prêtes pour la chaîne suivante, celle qui est en aval. Il mit donc en place ce qu'on appelle un pull system. Et c'est quoi un pull system? C'est un système, on l'appelle aussi aval-amont, on commence par aval et amont, ou encore on l'appelle le flux tiré. Alors le fonctionnement était régi par les besoins des chaînes en aval. Dans ce système-là, ça fonctionne comment? Eh bien, les besoins de la chaîne qui est aval, eh bien, c'est ça qui commande le flux. En opposition, donc, si on veut le comparer, il y a l'autre système qui est le push system. C'est un système plutôt amont-aval ou ce qu'on appelle le flux poussé. Et ça, c'est le flux traditionnel, c'est-à-dire on produit, mais on se contente de produire et de ne pas voir est-ce que ceux qui sont en aval, la chaîne qui est en aval, est-ce qu'elle a besoin de ce qu'on est en train de produire ou est-ce qu'en fait on va augmenter l'encours de cette chaîne-là, d'accord, le stock en cours. Donc ça, c'est le flux poussé. Et en fait, la nouvelle méthode, c'est aller vers le flux tiré plutôt que le flux poussé traditionnel, dont le fonctionnement était régi par la production des chaînes en amont. En fait, l'amont, le fonctionnement de ce genre de système, eh bien, c'est la chaîne amont qui dirige. Alors que là, c'est la chaîne en aval qui va tirer sur la demande. Donc la mise en place de ce système dans les années 60, déjà, ça a commencé assez tôt, dans le siècle dernier, elle va se généraliser avec l'introduction des Kanban. Donc à partir déjà de ces années-là, on va commencer à en fait exercer ce système de flux tiré, mais on va utiliser un outil qu'on appelle Kanban, ou Kanban en japonais c'est étiquette, et devient donc le fondement de la production du juste à temps. Donc en fait, le Kanban, c'est l'étiquette qui va servir à faire une production en juste à temps. Alors, c'est quoi cette étiquette? Et puis son principe, c'est quoi? C'est la circulation de ces étiquettes. Le principe de cette méthode, c'est faire circuler ces étiquettes. On imagine bien que dans les étiquettes, il va y avoir une information quelconque pour essayer de tirer, pour arriver au juste à temps. Alors, produire le produit qu'il faut, au moment où il faut, à la quantité qu'il faut. En fait, cette étiquette-là, elle va me permettre ceci. Produire le produit qu'il faut, au moment où il le faut, et à la quantité qu'il faut. Alors, j'ai besoin de placer quelques définitions pour qu'on puisse aller plus loin.
Donc, il y a, en fait, pour exprimer le besoin, il y a plusieurs modes d'expression. Donc, mode d'expression du besoin client vers son fournisseur. Le besoin client est de deux sortes, en fait. D'accord? Donc, en fait, le client, fournisseur, ça peut être tout, ça peut être interne, les deux sont internes dans un seul processus ou d'un processus à un autre, ou bien entre une chaîne de production et un fournisseur extérieur, etc. Donc le besoin du client est de deux sortes. Information prévisionnelle, donc il peut informer de son besoin de manière prévisionnelle. Ça s'appelle, c'est-à-dire il prévoit que la semaine prochaine il aura besoin de temps, ou alors le jour prochain il aura besoin de temps, etc. Donc il fait une prévision de ses besoins. Mais généralement cette prévision-là, elle n'est pas exacte. Généralement, il y a c'est-à-dire on exagère cette prévision pour ne pas être en rupture de stock, par exemple. Donc généralement, donc ces deux types-là, c'est le besoin prévisionnel. Donc on peut exprimer un besoin de manière prévisionnelle, mais aussi il y a l'autre sorte qui est le besoin ferme, c'est-à-dire on connaît exactement le besoin et donc besoin ferme, c'est le besoin exact. Prévisionnel, il n'est pas il est à peu près déterminé en fait. D'accord? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le Material Requirement Planning. C'est quoi ce système? Il utilise les besoins prévisionnels du client. D'accord? C'est Material Requirement Planning, c'est-à-dire la planification des besoins en fait. Il utilise les besoins prévisionnels du client. Il est basé sur le principe du flux poussé. D'accord? Donc, en fait, ça fonctionne de cette manière-là. Ça, c'est le traditionnel, le MRP, ce qu'on appelle le Material Requirement Planning, c'est-à-dire planifier les besoins. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure pour la définition, c'est le besoin prévisionnel. Il utilise le besoin prévisionnel du client. Donc il est basé le MRP est basé sur la programmation en fait il est basé sur le flux. Hein. On programme ce qu'on va fabriquer et donc on pousse le flux. Le flux, il est poussé. Donc, ça veut dire que c'est la chaîne en amont qui fait bouger le flux. D'accord? Et qui est aux rênes du flux. C'est elle qui commande, on va dire, le flux de fabrication. Et en fait, ça fonctionne de cette manière-là. Donc, généralement, le client, il exprime son besoin en MRP prévisionnel au fournisseur, d'accord? Alors, le fournisseur, il produit un OA, c'est-à-dire un ordre d'approvisionnement. Et il passe le MRP aussi, il peut être directement donner un ordre de fabrication au premier poste de la chaîne ou alors donner le besoin au fournisseur, exprimer le besoin au fournisseur pour que le fournisseur fasse un OA, c'est-à-dire un ordre de fabrication. Il fait un ordre il met en place un ordre de fabrication pour le premier poste de la chaîne. Ou alors ça se passe directement du client par le MRP, ça passe directement au premier poste. Donc l'ordre de fabrication commence là et puis on fabrique. Ça c'est ce qu'on appelle le flux poussé. Ça fonctionne de cette manière-là en utilisant le MRP. Alors que le juste à temps, ça fonctionne autrement. Celui-ci utilise exclusivement les besoins fermes du client. D'accord? Donc, on a défini le besoin prévisionnel et le besoin ferme. Le besoin prévisionnel, il est utilisé dans le MRP et le besoin ferme, il est plutôt utilisé dans le juste à temps.
livrer au client le produit voulu, au moment voulu, en quantité voulue et au lieu voulu. C'est-à-dire, tout est bien déterminé, le besoin, il est bien déterminé, il est ferme. En utilisant, donc, des ordres synchrones, c'est-à-dire au moment où il faut, d'accord, en synchronisant l'ordre de fabrication ou l'ordre de la production, elle synchronise l'ordre de fabrication et en utilisant les Kanban. La synchronisation, c'est-à-dire on va utiliser un système de télécommunication par exemple, etc. Ou bien le système Kanban qui est un système consommation de pièces réelles remplacées, c'est-à-dire c'est le système étiquette. Étiquette, ça veut dire, si je reçois une étiquette, ça veut dire que j'ai fait une consommation et donc je dois réellement remplacer ce qui a été consommé. Alors, on est toujours dans le juste à temps, donc il est basé sur le principe, on a dit, du flux. En fait, c'est produire juste à temps. Donc, il est basé sur quoi? Sur le principe du flux tiré. Cette fois-ci, c'est l'aval qui tire sur l'amont. Et donc, en fait, la fabrication, elle se fait comment? Elle se fait sous, en fait, l'influence de la demande qui vient, en fait, du client. C'est lui qui demande et c'est lui qui donne l'ordre de fabrication. Par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire des Kanban. Donc le client, on va imaginer une chaîne avec 3 postes. Ici, on a exprimé 3 postes, mais ça peut être 3 processus, etc. Donc entre un processus, un deuxième, un troisième, un poste, un deuxième, un troisième, etc. Donc une unité, on va dire, une unité de fabrication, d'accord, ou une unité de fabrication ou de production. Le client, il donne sa demande il passe sa demande au dernier poste. Et puis le dernier poste aussi, il passe sa demande à travers les Kanban au deuxième, à celui qui est en amont. Le poste 2 aussi, il passe sa commande à celui qui est en amont, au poste qui est à son amont à lui. Et puis, le poste, il passe la commande au fournisseur. En fait, ça fonctionne de cette manière-là. D'accord? Donc, le flux tiré, si on veut le schématiser, on peut le schématiser de cette manière-là. Et en fait, l'ordre ou la demande, elle passe par les étiquettes Kanban. Alors, définition, c'est une gestion de production à stock zéro. En fait, ce qu'on vient de voir là, le flux tiré, à stock zéro. Donc, on essaie d'avoir le stock zéro ou bien tendre vers zéro. Mise au point au Japon, donc cette méthode-là, elle est mise au point au Japon par les usines Toyota. Elle est fondée sur l'emploi optimal du personnel, d'accord? Donc en fait, elle est fondée sur l'optimisation presque de tout. Là, donc l'emploi optimal du personnel, même le personnel, dans ce cas-là, on essaie de diminuer le nombre de personnel, c'est parce qu'on va diminuer en fait beaucoup de va-et-vient, de travail, etc. Donc forcément, le personnel, le personnel, il est employé de manière optimale, c'est-à-dire il ne va pas rester là en train de aussi, hein, il ne va pas rester là en train d'attendre une production qu'elle vienne. Donc il est tout le temps au travail. C'est un travail à la chaîne et c'est un travail qui est synchronisé. La réduction des stocks par commande journalière, par exemple. Alors même les commandes qui sont pour une journée, on va pouvoir faire des commandes juste journalières et pas hebdomadaires ni plus que ça. D'accord? Et donc forcément, ça réduit les stocks. La concertation entre la production et la vente pour assurer une charge constante, c'est-à-dire ceux qui vont acheter, ils vont avoir là aussi, ils vont se synchroniser avec la production pour que la production ait toujours une charge constante. C'est-à-dire on va produire toujours avec la même cadence. D'accord?
et même les gens qui vont acheter, eh ben, on va concerter avec eux pour pour les fournir de manière constante, et ça donne constante, et puis avec une vitesse constante surtout, et donc ça va donner une charge constante au niveau de la production. La qualité du personnel aussi, parce que le personnel, il faut qu'il ait la bonne qualité qu'il faut pour que ça soit bien exercé, en fait, pour que tout marche comme il faut. Donc il ne faut pas du personnel qui va hésiter, en fait, sur la manière de faire les choses. La conception des produits en vue de faciliter leur fabrication. On peut jouer aussi sur la conception des produits pour la facilitation de la fabrication, et comme ça le flux va de plus en plus avoir une charge constante, être fluide, et puis pouvoir appliquer justement que le flux soit tiré. La gestion, elle est centralisée puisque on aura un tableau qui va contenir les Kanban dans chaque poste fournisseur, et donc l'organisation de cette production, elle va toujours être centralisée à un endroit donné, ou alors à plusieurs endroits donnés, mais centralisés. Donc, et donc il y a toujours un poste qui va commander ce flux-là. Et en fait, on va voir tout à l'heure qu'il y a un tableau de gestion de ces cartes Kanban, et c'est ça qui permet la centralisation de la gestion. Le principe SMED, et il va avec, en fait, qui consiste à reconfigurer très rapidement l'outil de production en fonction des commandes. Donc même le principe du SMED, il va contribuer à aider justement à avoir ce juste à temps. Alors, définition maintenant de Kanban, c'est un mot japonais qui signifie, donc, on a bien dit ça tout à l'heure, qui signifie étiquette. Une carte Kanban, elle comprend plusieurs informations indispensables, mais au minimum, elle contient 3 informations. Au minimum, donc elle peut contenir plus d'informations si jamais on a besoin. Mais au minimum, il faut que ça contienne la référence de la pièce fabriquée. D'accord ? Une carte Kanban, il y a la référence de la pièce fabriquée. Il y a la capacité du conteneur, si on fait, par exemple, si c'est une fabrication de plusieurs pièces qu'on va fournir d'un poste à l'autre dans des bacs, des bacs qu'on va remplir de pièces, et une fois le bac terminé, il est où il va en stock, ou bien en encours, ou bien voilà, donc il va en stock dans le poste lui-même ou un autre poste, ou bien il va être en encours. Donc la capacité du conteneur, c'est la capacité, c'est-à-dire le conteneur, combien il contient de pièces fabriquées. La référence du poste amont et aval, c'est-à-dire le chemin que va prendre la pièce. Hein. Elle va de l'amont à l'aval. D'accord ? Donc le chemin, la capacité du conteneur et la référence de la pièce, bien sûr, parce qu'il faut qu'elle soit identifiée. Exemple de Kanban, par exemple ici, nous avons identification de la pièce, d'accord, avec un numéro, une catégorie à la limite, et puis l'origine, le poste origine 17, et puis le poste destination 24. Temps de cycle de production dans un poste, d'accord, dans le poste, le temps de cycle, ou bien dans plusieurs postes, hein, le temps de cycle dans la chaîne. Et puis la quantité, 6 pièces par exemple, c'est ça la quantité du conteneur, il contient 6 pièces. Il peut contenir jusqu'à 18, minimum, maximum. Et puis ici, c'est juste pour l'identification. C'est l'identification justement de cette pièce. Ici, on a plus un code barre en plus. D'accord, donc ça c'est un exemple de carte Kanban. Bon, ça peut être plus simple, ça peut être un peu plus compliqué. Ça dépend de ce qu'on veut mettre comme identification.
Alors l'objectif de ceci, c'est dimensionner les stocks et les encours. Dimensionner, c'est-à-dire avoir, regarder qu'est-ce qu'on doit avoir dans les stocks et qu'est-ce qu'on doit avoir dans les encours. Les enjeux de tout ça, c'est réduire les stocks. Qu'est-ce qu'il faut? En fait, on attend de ça, c'est la réduction des stocks et des encours. L'augmentation de la rotation des stocks, donc c'est-à-dire que il faut que ça tourne, hein, que les stocks soient vidés, encore remplis et vidés et remplis, etc. Donc l'augmentation de la rotation. Réduire les surfaces de stockage aussi. Donc si je diminue les stocks, forcément je réduis les surfaces de stockage. Simplifier la planification de la production de manière visuelle et décentralisée. Elle va être centralisée, enfin graduellement on va dire centralisée, c'est-à-dire on va placer ça ne va pas être centralisé au niveau de toute la chaîne, mais disons on va diviser et on va décentraliser, on va mettre ça dans des différents postes. On va voir en fait les tops, ce qu'on appelle les tops justement, la visualisation de la production, elle va se faire à travers les tops, ce sont des tableaux et on va voir la définition de ces tops là. Révéler les dysfonctionnements des flux. Et là, si jamais il y a un dysfonctionnement, on peut voir ça directement. On va voir comment, à partir du principe, tout système industriel peut être considéré comme une succession de postes de travail, d'accord, qui s'enchaînent de façon à élaborer progressivement un produit. C'est-à-dire tout le système, depuis le fournisseur jusqu'au client, je peux considérer toute ma chaîne comme étant un client, un fournisseur, un client, un fournisseur, un client, un fournisseur, d'accord? Donc les clients, c'est des clients internes. Par exemple, un poste et un autre, d'accord? Du fournisseur au client, premier client, il est interne à la chaîne. Et celui qui vient en aval, c'est un fournisseur pour le client suivant, etc. Donc ça, les clients et les fournisseurs sont des internes. Hein. Et puis le dernier, ça peut être le fournisseur externe ou alors un fournisseur interne aussi qui vient d'une autre chaîne, etc. Donc en fait, on peut modéliser de cette manière-là le flux. Autrement représenté, donc on peut représenter la chose en reprenant ce qu'on avait vu au premier chapitre, un système. Donc vous avez le système de production, c'est celui-ci, il a bien sûr une finalité, un environnement, et puis les relations, et bien ça c'est les relations entre les sous-systèmes sont des relations client-fournisseur ici. Donc toutes les relations là, c'est des relations client-fournisseur. Alors, relation client-fournisseur, elle se passe justement comment? Eh bien, fournisseur et client. Donc, le client, il exprime son besoin à travers un bon de commande, d'accord, au fournisseur. Et puis, le fournisseur, il donne un bon de livraison qui est en fait l'étiquette avec ce qu'il a fourni, d'accord. Donc, le conteneur de pièces, par exemple, ou bien les pièces, munis d'un bon. Voilà comment ça fonctionne. Alors, le principe, voilà. Maintenant, j'arrive au top, ce que j'ai dit tout à l'heure, le tableau d'ordonnancement de la production, ce qu'on appelle le top. Tableau d'ordonnancement de la production, TOP. Alors, chaque poste fournisseur possède un top. C'est en fait ça la décentralisation. Donc, chaque fournisseur, il possède un tableau d'ordonnancement de la production ou le planning, ou ce qu'on appelle aussi, on peut l'appeler planning des Kanban, qui lui sert de carnet de commande. C'est ça son carnet, et à partir de ça, il sait ce qu'il doit fournir ou il ne doit pas fournir. C'est-à-dire c'est le top qui va lui dire est-ce qu'il doit fournir ou pas. C'est un espace comprenant des emplacements prévus pour recevoir les Kanban aux demandes de production. Les Kanban qui correspondent aux demandes de production. Donc c'est un espace qui comprend des emplacements où on va placer les Kanban.
d'accord, que le fournisseur il va recevoir du client. C'est ce qu'on a les Kanban ou les bons de commande, on peut les appeler aussi, c'est des bons de commande. Alors le top il se présente de cette manière-là. Ici vous avez un exemple, une colonne par référence, hein. Donc ici le numéro de la référence, donc c'est un produit qui est différent, là c'est un produit, là c'est une autre référence, là c'est une autre, etc. Donc dans ce tableau-là, qui est accroché normalement chez un fournisseur, donc ici je parle de ce fournisseur, quand je dis fournisseur, c'est pas forcément, c'est pas le fournisseur externe, c'est le fournisseur interne, d'accord? Je parle du fournisseur. Après, bon, on peut parler du fournisseur, mais quand on place ça, on va se mettre, pour que ça soit compris, on va se mettre dans, c'est-à-dire, je parle maintenant d'un fournisseur et d'un client qui appartiennent à une seule chaîne de production, d'accord, et qui sont dans une entreprise donnée. Alors, là, c'est un exemple d'un fournisseur qui fournit en fait plusieurs références, d'accord? Et pour chaque référence, il a un endroit pour classer les différentes étiquettes. On voit ici les étiquettes qui sont placées. Donc dans chaque emplacement, je peux mettre une étiquette, d'accord? Alors, là, c'est juste la définition. Vous voyez les couleurs, on va voir ces couleurs-là, ça correspond à quoi? Alors, le principe, comment ça fonctionne? Déjà, il faut dimensionner ce top. Vous avez vu que ici, il y a différentes couleurs. Et puis, ici, pour la couleur jaune, par exemple, j'ai 4 emplacements, mais ici, j'en ai que 2. Ici, j'ai que 2, et là, pour le rouge, j'en ai 3, etc. Donc, les emplacements dans les différentes couleurs ne sont pas les mêmes. Donc, comment on fait justement dans le dimensionnement? On va dire pourquoi c'est comme ça et quel est le nombre d'emplacements qu'il faut mettre dans chaque emplacement, dans chaque colonne, on va dire. Alors, comment on dimensionne le top? Il s'effectue en 3 étapes. D'abord, je dois analyser tous les flux par type de pièce. Type de pièce, c'est-à-dire la référence, par référence, entre chaque fournisseur et client. Donc, entre les postes, fournisseur-client, etc. Donc, analyser et voir le flux par type. Comment ça se passe? Combien de temps ça met? Le temps de fabrication de chaque pièce dans un poste fournisseur et après transfert à l'autre, celui qui demande pour faire ensuite ce qu'il faut, etc. Déterminer la taille d'un conteneur par type de pièce, c'est-à-dire vous avez pour chaque fournisseur et client, vous regardez quelle est la taille, c'est-à-dire le conteneur qui contient ces pièces-là et qui va être déplacé d'un poste à un autre une fois que la fabrication est terminée et que le conteneur est plein. Combien il contient, par exemple, de pièces? C'est la taille du conteneur par type de pièce, d'accord? Généralement, chaque type est mis dans un conteneur, donc chaque type de pièce, on va regarder le conteneur qui les contient, combien de pièces il faut que ça soit dans ce conteneur. Parce qu'en fait, l'unité de fabrication qui se déplace entre un poste et un autre, c'est dans le cas, ici, c'est le cas du conteneur. Ce n'est pas des pièces une à une. C'est-à-dire, c'est des bacs contenant des pièces, un nombre de pièces, et c'est ça qui va se déplacer d'un poste à un autre. Déterminer le nombre de conteneurs à faire circuler pour chaque type de pièce, c'est-à-dire combien de conteneurs il faut faire circuler donc ça, il faut l'analyse du flux, ensuite le conteneur, sa capacité, donc sa taille et sa capacité, et déterminer maintenant le nombre de conteneurs à faire circuler entre les postes. Alors ici vous avez un exemple de top. Vous avez 3 références A, B et C.
et plusieurs pièces peuvent être usinées par un poste, comme on a vu tout à l'heure dans l'exemple. Donc par exemple, la référence A, pour ce cas-là, il y a 6 kanban qui vont circuler. C'est-à-dire le nombre de kanban, ça se calcule. Le nombre de kanban qu'il faut faire circuler entre deux postes, ça se calcule. D'accord? Donc ici, pour cette référence, j'ai besoin de 6 kanban. Pour cette référence, j'ai besoin que de 5. Pour cette référence, eh ben, j'ai besoin que de 3 à faire circuler. Le principe de circulation d'un kanban, ça se circule de cette manière-là. UC, ça veut dire unité de conditionnement, ou alors un conteneur, hein, ou un lot de pièces par kanban, d'accord, donc, ou encore un conteneur, on appelle le conteneur, d'accord. Lot de pièces par kanban. À chaque conteneur va être accroché un seul kanban, c'est-à-dire on appelle ça un lot de fabrication ou une unité de conditionnement. Donc en fait la circulation du kanban, comment ça va se passer? Le client, et généralement donc c'est entre un client et un fournisseur. Bon, enfin ce client ou ce fournisseur là, c'est un poste amont ou un poste aval, ou on va prendre l'exemple ça parce que c'est le plus simple, ou bien un processus amont et un processus aval. D'accord? Donc, le client, il va passer un appel de livraison. Par exemple, il a besoin de 2 unités de conditionnement, 2 conteneurs. D'accord? Il va passer la demande au fournisseur. Eh bien, le fournisseur, il va faire quoi? Eh bien, il va fabriquer, enfin, il va lui donner, normalement il a fabriqué avant, donc il va lui envoyer 2 conteneurs avec chaque conteneur une étiquette Kanban. Vous avez ici unité de conditionnement, c'est ça, et puis l'étiquette Kanban, c'est le triangle. Donc chaque conteneur, on lui accroche une carte et on l'envoie au client qui l'a demandé. Le client, une fois qu'il a consommé un conteneur, quand il a fini de consommer un conteneur, il lui accroche sa carte Kanban. Bien sûr, elle va rester toujours accrochée à ce... Et donc, lui, il va envoyer... Enfin, il décroche, pardon, la carte Kanban sur son conteneur qui est déjà consommé. Et puis, il envoie les cartes. Bon, s'il a consommé 2, il a envoyé 2. Le client retourne au fournisseur les étiquettes Kanban des unités qu'il a consommées. Donc ici, s'il a consommé 2, eh bien, il va envoyer 2. Et une fois que le fournisseur reçoit les étiquettes, eh bien, il prépare 2 unités de conditionnement auquel il va accrocher 2 étiquettes, et puis les 2 étiquettes, et puis, ou bien parfois les étiquettes on les refait, ça dépend des cas, hein. Et puis on met dans le stock du fournisseur tout de suite. Et le stock du fournisseur, il doit rester toujours plein pour que, bien sûr, il a une certaine capacité, il ne faut pas dépasser la capacité. Donc, s'il a déjà des conteneurs, il va les envoyer. S'il ne les a pas, il va, enfin, généralement, il les a en avance. D'accord? Le flux, la cadence du flux, elle est faite de telle manière à ce que il va tout de suite puiser dans son stock fournisseur. D'accord? Et pour encore, par la suite, si jamais il attend de la demande, et à ce moment-là, il envoie encore, et puis la boucle, elle est bouclée. Les étapes donc de mise en application. Déterminer les pièces qui seront gérées en Kanban. D'accord. Donc il faut déterminer quelles sont les pièces qu'on va gérer en Kanban, c'est-à-dire qui vont être en flux tendu, tendu ou tiré. Fournisseur équipé, il faut qu'il soit équipé, il faut qu'il ait déjà mis en place le tableau, etc. Production répétitive dans le cas de la production, quand la production elle est répétitive, parce que la boucle, il faut qu'elle soit bouclée. La polyvalence du personnel de fabrication, donc il faut qu'il ait bon, ça sert toujours, hein, il faut avoir une polyvalence pour pouvoir faire beaucoup de tâches. Déterminer la boucle.
Maintenant qu'on a déterminé les pièces qui seront gérées par les Kanban et on a besoin de ça, le personnel qui va regarder l'étiquette, est-ce qu'elle est bonne, donc il faut qu'il ait quand même des connaissances sur comment sont gérés les Kanban. Donc il faut aussi qu'il sache comment fonctionne le top, etc. Il faut que je sois dans la production répétitive, etc. Donc après, je détermine la boucle. Comment je détermine la boucle? Donc il faut d'abord déterminer le nombre de fiches Kanban. Et il y a une formule qu'on utilise, et puis cette formule-là, en fait, ça dépend du type de production, mais là c'est une formule générale et elle peut changer en fonction de qu'est-ce qu'on est en train de produire, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le nombre de Kanban, il est égal à la consommation moyenne journalière, la CMJ, c'est consommation moyenne journalière, multiplié par le nombre de stocks souhaité, le nombre de jours de stock souhaité, c'est-à-dire on va déterminer combien on tolère de jours de stock, d'accord, plus l'encours. Si jamais, bon, une petite, on va ajouter quand même, parce que l'encours, on est bien d'accord, on veut qu'il soit nul. Mais malgré ça, on compte aussi les aléas. Donc on va tolérer un encours, un petit encours, on va dire. On va jouer sur un encours qui va être toléré, d'accord. Et puis sur l'unité de conditionnement, d'accord, la capacité. L'unité de conditionnement, c'est la capacité du conteneur divisé par la capacité du conteneur. Et ça vous donne un nombre de Kanban à faire circuler, d'accord. Pour déterminer pour une chaîne donnée quel est le nombre de Kanban que je vais faire pour une référence. Alors pour ça on aura une application en TD et donc vous allez voir comment on calcule ce nombre de Kanban. Une fois qu'on a déterminé le nombre de Kanban, on crée les fiches Kanban, d'accord. Et après, on crée les fiches, c'est-à-dire on va mettre la référence, le chemin de poste à poste, l'unité de conditionnement, etc. Créer les tableaux Kanban où seront accrochées les fiches. Donc les tops, on va les créer aussi et on va mettre les emplacements pour chaque référence. Et pour créer les tableaux, il faut se référer au dimensionnement du tableau. Alors le dimensionnement du tableau, ici, ce calcul de Kanban, c'est un premier calcul qui va nous donner le nombre de Kanban qui peuvent être en circulation. Ça ne donne que le nombre de Kanban en circulation, ce n'est pas le nombre de Kanban total. Et puis on va voir même en TD comment on fait pour calculer les autres nombres de Kanban qu'il faut ajouter à ce nombre-là pour trouver le nombre total de Kanban. Donc bon, on va compléter ça. Ici, je me suis contenté juste de vous dire créer les tableaux qui seront accrochés et retourner au client. Et donc il faut dimensionner le tableau. Et on va parler justement du dimensionnement. Étape de mise en application, donc déterminer la boucle, positionner les seuils d'alerte. Alors justement, pardon, excusez-moi, je reviens ici. Ici, on a calculé les Kanban, le nombre de Kanban qui vont être en circulation, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément, qui vont être dans le flux, c'est-à-dire qui vont être en circulation, pas sur le tableau. D'accord? Une partie, on va bien sûr lui mettre sa place, mais c'est les Kanban en circulation. Après, il faut faire un autre calcul, et c'est celui qu'on va voir, pour dimensionner le tableau. D'accord? Et alors, dans ceci, c'est justement comment déterminer cette boucle-là. La boucle du Kanban, il faut qu'elle soit déterminée. Alors, on va positionner les seuils d'alerte. Lot minimum, ce qu'on appelle les lots minimum de fabrication, l'encours minimum et le tampon.
trois choses. On va voir la définition. C'est quoi le lot minimum de fabrication? C'est quoi l'encours minimum? Et c'est quoi le tampon? C'est ça qui va nous permettre de dimensionner le Kanban. Le lot minimum de fabrication, première définition de ça, nombre minimum de Kanban autorisant la production. D'accord? Le nombre, donc ce calcul-là, on va le faire. Et donc, en fait, on va le faire en TD pour que vous ayez une idée de comment on calcule le lot minimum de fabrication, qui est le nombre minimum de Kanban autorisant la production. C'est-à-dire le nombre minimum de Kanban qui doivent être sur le tableau, accrochés au tableau. Et à partir de ce nombre-là, on peut commencer. Mais avant d'atteindre ce nombre, on ne peut pas commencer la production. L'encours, c'est le nombre minimum de Kanban qui sont en circulation. C'est ça ce que j'appelle l'encours minimum. C'est le nombre minimum de Kanban qui sont en circulation, c'est-à-dire qui ne sont pas sur le top, sur le tableau, mais qui sont entre les postes, en circulation. Et puis le tampon, ça correspond à une zone de tolérance à la production. D'accord? C'est une zone entre les deux, c'est comme une soupape. Hein? C'est une zone entre la zone où j'ai le nombre minimum de Kanban autorisant la production et le nombre de Kanban en circulation. On va comprendre ça sur... donc accrocher une fiche Kanban à chaque unité de conditionnement. Ça, j'ai bien dit ça tout à l'heure. Donc chaque unité de conditionnement, on lui accroche un Kanban en stock ou en encours, partout. Toujours à unité de conditionnement, on accroche un Kanban. Positionner les fiches Kanban restantes dans le tableau et puis lancer la production en se référant au top. Alors le top, je reviens ici à la définition. On a dit le lot minimum de fabrication. Ici, si je prends cette référence, vous avez des emplacements qui sont en vert. C'est le lot minimum de fabrication qu'on a calculé et il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 emplacements. D'accord? C'est-à-dire que dans le poste fournisseur, si le nombre de cartes placées dans cette zone-là n'atteint pas cette limite, je n'ai pas le droit de fabriquer. D'accord? Pour ne pas encombrer, je n'ai pas le droit d'envoyer, même si, bon, ils sont fabriqués, ils sont chez moi, mais je n'ai pas le droit d'envoyer au client. Pourquoi? D'envoyer un conteneur, par exemple, au client. Pourquoi? Parce que je vais l'encombrer. Je vais lui faire un stock d'encours. Parce qu'il a, normalement, si j'ai tout ça plein, tout ça qui n'est pas plein, c'est-à-dire j'ai que 3 cartes, il me reste encore de place, ça veut dire que le client, il est toujours en train de travailler, il n'a pas besoin que je lui envoie un conteneur. Donc j'attends jusqu'à ce que j'arrive à cette zone-là, c'est-à-dire tout ça c'est plein. Là je peux commencer. Donc la zone, ce qu'on appelle le top, excusez-moi, ici, le tampon, voilà, ce qu'on appelle le tampon, eh bien c'est ça, c'est-à-dire dans cette zone-là, je peux envoyer, c'est-à-dire il y a la possibilité. Donc la zone-là, elle est déterminée de telle manière à ce qu'il y ait une certaine... disons, c'est comme vous essayez de relâcher le flux, c'est-à-dire la tolérance de fabriquer. Et donc, quand j'ai ici les cartes, quand j'arrive, je suis arrivé au bout de la zone, là je peux commencer à fournir. Ici, je peux commencer à fournir, ici, ici et ici. Mais attention, à la dernière, c'est déjà limite, c'est-à-dire, si j'ai des cartes ici, ça veut dire que j'ai un manque, une rupture de stock. Si j'ai une carte dans la zone rouge, ça veut dire que le client, il attend. Il est en train d'attendre que je lui fournisse. Donc là, pour lui, il y a une rupture de... Ça veut dire qu'il ne travaille pas. Et s'il arrive à la zone jaune. Donc en fait, le nombre de Kanban... alors ici, zone verte, pardon, ici, j'ai pas...
Donc zone verte, on a dit, c'est la zone où d'interdiction de produire quand j'ai mes cartes qu'elles sont là et que la zone verte n'est pas encore pleine. Donc interdiction de produire ou d'envoyer le produit. Zone jaune, possibilité de produire. Donc dans la zone jaune, quand je décarte, comme ici, bon, ici, non, c'est plein. Ça veut dire ici, il y a une rupture de stock. Quand je suis là, c'est-à-dire là, je peux toujours envoyer ce que je produis. Je peux envoyer jusque là. D'accord, jusque là. Et puis ici, attention, il y a déjà une rupture de stock. C'est chez le client. Ça commence disons, la rupture de stock commence déjà chez le client. Et ici, donc, il y a totalement un arrêt. Ça veut dire le client, il est complètement arrêté. Zone rouge, produire impérativement le risque de rupture de stock. D'accord. Alors, ce qu'on appelle dimensionnement, c'est justement dimensionner, trouver le nombre de kanban qu'il faut mettre dans la partie rouge, trouver le tampon, le nombre de kanban dans le tampon et le nombre de kanban en circulation. Ça, on a vu la définition, c'est ce que je vous ai montré, c'est le nombre de kanban en circulation, en calculant avec la consommation journalière, etc. La moyenne, la consommation journalière moyenne multipliée par le stock toléré plus l'encours sur l'unité de conditionnement. Et ça vous donne ce nombre. Ici, ils l'ont calculé, ils ont trouvé 3 pour cette référence. Et puis, le calcul du tampon, et puis le calcul de cette zone-là. Ça, c'est un calcul qu'on va voir en TD. Gestion des priorités. Alors, ici, ça montre, c'est-à-dire par quelle pièce je vais, par quelle référence je vais commencer. Donc, comment je fais la gestion des priorités. Plusieurs pièces peuvent être usinées par un poste. C'est comme l'exemple qu'on vient de voir ici, il y a plusieurs pièces qui sont usinées par le même poste. 1, 2, 3, 4, 5 pièces différentes. Alors, s'il y a plusieurs pièces qui peuvent être usinées, donc par laquelle on va commencer. Ici, par exemple, j'en ai 3. D'accord. Et ici 3. Et ici, j'en ai 3 aussi. C'est 3, 3, 3. Mais attention, là, je suis dans la zone rouge. Parce qu'il n'y a que 3, ça veut dire que ça, c'est rouge. Ici, donc il y a une rupture de stock. Donc il faut évidemment commencer par C. Celui-ci, il est encore dans la zone tolérée. Bon, ici, on n'a pas montré les couleurs, mais en fait, j'ai encore la possibilité. Donc ici, le plus urgent qu'on voit là, puisqu'il y a encore des vides ici, ça veut dire que là, s'il n'y a pas de vide, ça veut dire que la priorité, c'est pour cette référence. On choisira de lancer la production des pièces dans la quantité de circulation est la plus faible. En circulation, ici, c'est 0. D'accord. Et ici, en circulation, c'est 2. Les pièces, les kanban en circulation. Et ici, en circulation, c'est 3. Donc, on commence par 0 d'abord. D'accord. Et après, celle qui a 2 en circulation seulement. Et après, celle qui a 3. Alors ici, on va prendre un exemple d'application de Kanban et on va regarder comment les lignes du montage de voitures chez PSA utilisent en fait le Kanban. En fait, ici, le PSA, Peugeot, il fabrique des voitures. Il commence par l'emboutissage, le ferrage, la peinture et après le montage et puis ça va vers le client. Et en fait, bon, si on veut schématiser l'usine, bon, ils ont des quais où sont stockées les matières premières ou les voitures à la fin de la chaîne, et puis les chaînes de production de la 206, 206cc et puis de la 307. Les systèmes d'ordre, bon, ici c'est un exemple assez vieux,
disons, ou quand il produisait la 206, etc. Bon, ça peut-être ça continue jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Alors, les systèmes d'ordre en PSA, ils ont des systèmes d'ordre qui sont différents. Le PSA et ses fournisseurs. Il y a des systèmes d'ordre synchrone, coordination des flux, synchrone, c'est-à-dire dans le temps. Il y a une coordination des flux. Et il y a ce qu'on appelle record et qu'on va voir record. En fait, c'est des initiales. Principe avec l'ordre de fabrication record, c'est un ordre de fabrication qui utilise le Kanban. Ici, on utilise la coordination des flux, c'est-à-dire synchrone. Donc, ça peut être une télécommunication. Mais ici, une communication à partir du Kanban. Ou bien, le jour X, le jour J ou le jour X, c'est prévisionnel, c'est-à-dire une fournie. Donc les ordres, ça peut être synchrone, record, c'est-à-dire Kanban, et puis ou bien prévisionnel. Et nous, on va, ou bien hebdomadaire, journalier prévisionnel ou hebdomadaire prévisionnel. Donc les deux prévisionnels. Alors, on va voir, nous, le système d'ordre record, c'est quoi? En fait, c'est parce qu'on s'intéresse au Kanban, on veut voir comment ça marche, le Kanban chez eux. Donc, record, c'est renouvellement en consommation réelle. Renouvellement en consommation réelle. La consommation effective du client, ça veut dire que, en fait, la consommation effective du client, c'est elle qui déclenche l'envoi de l'ordre chez le fournisseur. Donc ça fonctionne comme le Kanban. C'est le Kanban en fait. Elle permet d'approvisionner juste à temps selon la consommation réelle et la consommation non prévisionnelle mais réelle. C'est le principe du Kanban, mise en circulation de cartes entre le client et le fournisseur. Donc, ils ont une mise en circulation des cartes. Le circuit suivi par les cartes, il est appelé boucle et on a parlé de ça. La boucle, hein, la boucle, c'est la boucle que suit la Kanban. Eh bien, la boucle, eh bien, c'est celle-ci. Le client, donc, il envoie une étiquette pour dire j'ai besoin de fabrication d'un conteneur. Le fournisseur, il remplit un conteneur et il lui accroche une étiquette et puis il envoie au client et c'est ça la boucle de Kanban. Le client consomme les bacs de pièces, il a consommé, d'accord, il a reçu par exemple initialement, il a reçu un bac avec une étiquette, il a consommé. Une fois qu'il a consommé, il envoie l'étiquette. Et puis le fournisseur, il remplit encore un bac avec son étiquette et il lui envoie. Donc c'est le principe. Alors pour cet exemple-là, ils ont en fait deux types de boucles record. Le record 2, ça fonctionne. Le record, c'est ce qu'on a vu, c'est la boucle. Hein. Et il y a un record 2 qui est une boucle entre le point de consommation en bord de ligne et le magasin PSA. Donc PSA, elle a un magasin qui fournit aux lignes de fabrication. Donc le point de consommation, c'est ce que j'appelle le bord de ligne et le magasin. Et une autre boucle entre le magasin PSA et le magasin du fournisseur. Donc j'ai le magasin PSA qui fournit à la chaîne et puis le fournisseur qui fournit, donc une autre boucle entre le magasin PSA et le fournisseur. Et il y a le record 1 qui est une boucle entre le point de consommation et le magasin du fournisseur directement. Donc sans passer par le magasin PSA. Donc ils ont deux types de boucles record. Ça fonctionne de cette manière-là. Alors le point de consommation, ici par exemple, il a il reçoit des bacs pleins avec leurs étiquettes, plusieurs bacs avec leurs étiquettes. Il consomme les bacs et il envoie, et il y a des bacs vides, donc ici, chez lui, ça veut dire qu'il a consommé. Donc la récupération des bacs vides, d'accord? Pardon.
ils récupèrent les bacs vides avec leurs étiquettes, dépôt des bacs vides. Mhm. Ensuite, bon, ici, ils travaillent avec une réimpression, dépôt des bacs vides ici. Et ils renouvellent en fait l'impression de nouvelles cartes, peut-être parce que en fait ces cartes-là, elles contiennent peut-être elles contiennent une autre information qui est périmée dans le deuxième tour, d'accord? Ça veut dire que à chaque fois ils fournissent des cartes nouvelles. Donc ils reçoivent les bacs vides. En fonction du nombre de bacs vides, ils renouvellent les cartes, donc ils impriment d'autres cartes et euh, ils envoient au magasin, d'accord, qui vont accrocher les cartes sur les bacs qu'ils vont envoyer au point de consommation, d'accord, et les bacs sont envoyés au point de consommation. Voilà. Donc en fait, ça c'est le système d'information qui informe en fait, qui est en fait entre euh, dès qu'il reçoit les bacs vides, il imprime les cartes correspondantes. Et là, donc en fonction des cartes qui sont fournies avec de chez le système d'information, eh bien le magasin il accroche ces cartes-là à des bacs nouveaux qu'il envoie ensuite au point de consommation. La deuxième boucle entre le magasin et le fournisseur, qui est toujours la boucle R2, directement, ben, le magasin, bien sûr, il est fourni par le fournisseur. Donc, en fait, télécommande de pièces par téléchargement, télétransmission, pardon, et ensuite les pièces ou bien les conteneurs sont fournis au magasin. Donc télétransmission, dès que le magasin il a besoin de bacs, il envoie une télétransmission au fournisseur et le fournisseur donne ce qu'il faut au temps voulu. Donc pour intérêt, on ne commande que ce dont on a besoin ici. C'est ça l'intérêt. Maintenant, la boucle R1, le deuxième type de boucle R1, c'est la boucle entre le point de consommation et le fournisseur. Donc, il y a aussi donc, le point de consommation. Il peut demander directement au fournisseur sans passer par le magasin. Et en fait, ça, il a deux sortes de. Ça veut dire que c'est pas les mêmes produits, hein. Il peut commander au magasin certains produits, mais certains produits sont commandés directement au fournisseur. Donc ici, dans le point de consommation, il a des bacs pleins. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il les consomme, d'accord? Une fois qu'ils sont dans les bacs vides, ça veut dire qu'ils sont consommés, ils passent une commande directement par télétransmission au fournisseur. Et bien après, le fournisseur, il envoie ces bacs et il fournit en fait les bacs pleins. Donc il augmente le nombre de bacs pleins. Enfin, le point de consommation reçoit les bacs pleins. Voilà, donc la deuxième boucle entre le point de consommation et le fournisseur. L'avantage de cette boucle-là, il n'y a pas de stock intermédiaire entre le fournisseur et le point de consommation. Donc le stock intermédiaire étant le magasin, par exemple. Donc ici, il y a directement entre la consommation et le fournisseur direct. Mais il y a un inconvénient, il nécessite plus de place à proximité du poste de travail et pas dans le magasin qui est généralement en fait, le magasin, il a de la place pour mettre du stock. Donc ici, c'est ça l'inconvénient. Le dimensionnement des boucles de record, les conditions de fonctionnement, en fait, on va parler du dimensionnement de ces boucles-là. Conditions de fonctionnement de record, disposer d'au moins 2 bacs au point de stockage. En fait, ça c'est pour l'exemple là. Ils doivent disposer au moins 2 bacs au point de stockage. Un entamé et un plein. Avoir un nombre suffisant de cartes en circulation. Donc ça, c'est le calcul qu'ils doivent faire pour regarder le nombre de cartes en circulation.
Principe du dimensionnement, on détermine d'abord le nombre de bacs pleins à mettre en place à l'initiation, le nombre total de cartes en circulation dans la boucle, c'est-à-dire à ce moment-là on va calculer avec la formule, c'est le nombre de bacs en circulation, plus le nombre de bacs minimum, le lot minimum de fabrication, plus le tampon, d'accord. Et une fois qu'on a ça, on a le nombre total de cartes, de cartes dans la boucle. Paramètres qu'il faut prendre, les paramètres qu'il faut prendre en compte, eh bien la consommation moyenne journalière, ça c'est pour faire le calcul, le temps moyen écoulé entre la libération de l'ordre et le renouvellement du bac dans le stockage. Donc ici, il y a un temps où on envoie l'ordre, donc il faut le temps d'envoyer l'ordre, et puis de la réaction aussi, hein, le temps de la réaction de celui qui a reçu l'ordre pour le renouvellement. Donc il faut, donc à ce moment-là, il va commencer le renouvellement du bac, et là ça demande du temps. Et puis voilà, donc il faut compter ce deuxième temps. Et puis la taille de la campagne pour les boucles de production, c'est-à-dire le nombre total de Kanban. Toutes les boucles de production, il faut regarder le nombre total pour chaque boucle. Alors, donc, en conclusion, le Kanban, c'est un outil qui permet de renouveler le stock à partir des consommations réelles, d'accord, en fonction des consommations réelles et pas prévisionnelles. Et il a été créé dans le but de diminuer la quantité des encours et même tendre vers des encours nuls. Donc, le but, c'est de tirer le flux. Et donc, tendre le flux, ça veut dire tirer le flux. Il est souvent utilisé dans le cadre de la TPM, Total Productive Maintenance. Il nécessite parfois d'être associé à d'autres outils. Parfois, on a besoin du SMED pour aider justement à obtenir le SMED. Déjà, ça permet de gagner le temps si on change de lot, enfin, si on change de gamme de fabrication pour le SMED. Et puis, ça permet aussi de gagner du temps si on a du travail à faire sur les postes. Donc, s'il y a 5S, on diminue la charge du poste, on diminue le temps de travail dans un poste donné. Et donc forcément, les deux méthodes sont nécessaires pour le Kanban. D'accord? Voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur ce chapitre-là.